bonjour, Kofi Sename. Aujourd'hui, nous sommes au WELAB je voudrais avoir un peu une discussion avec toi sur ton métier. Donc, tu es architecte et anthropologue de formation. On va dire que tu es bien sûr le fondateur donc, du WELAB, qui est un espace assez connu ici, et donc par conséquent, celui qui a initié également la première imprimante 3D en Afrique, qui a reçu un prix de la NASA, n'est-ce Ouais. pas? Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Parce qu'on a souvent le sentiment que tu es un architecte anthropologue 4.0 qui oscille entre les deux vocations. Est-ce que tu peux me dire un peu quelle est ta formation ou bien quelles sont les lignes que tu pousses en fait entre ces deux directives? Bon, merci pour l'intérêt, d'abord. Euh, alors, je suis principalement architecte. La formation de base, c'est l'architecture. Euh, je suis allé en anthropologie ensuite parce que je m'intéressais à ce que j'appelle le vernaculaire, comment on peut faire de l'architecture enchâssée dans des structures sociales. Et pour bien comprendre les structures sociales, eh ben, il faut être anthropologue. Mhm. Et les technologies, c'est parce que j'ai l'intuition d'un potentiel technologique aujourd'hui de faire des choses très localisées grâce à tout se distribuer dans les technologies du digital, que je me suis intéressé aussi aux nouvelles technologies. Donc il y a quand même une cohérence, ce n'est pas une addition de compétences et je ne suis pas éparpillé en réalité. Mhm. Qu'est-ce que c'est que le WELAB? Je sais que c'est un espace créatif qui est axé sur la technologie. J'ai entendu que c'est un incubateur, un Fab Lab, un, différents types de noms. Qu'est-ce que c'est réellement pour quelqu'un qui ne maîtrise pas nécessairement ce lexique technologique ou technique, on va dire? Alors, pour faire simple, Well Lab, c'est des lieux qui incubent de la technologie, de la ressource autour des nouvelles technologies, euh, de l'émulation autour des nouvelles technologies et qui sont ouverts. C'est-à-dire que n'importe qui dans cet environnement, ici on est à Well Lab Prime, Mhm. il y avait aussi jusqu'à il n'y a pas longtemps Well Lab Zero. Et l'idée c'est d'avoir plein de lieux comme ça où on peut venir gratuitement, librement réfléchir et développer des projets ou des initiatives ayant la technologie à leur centre. Et c'est parti d'un projet plus global qui s'appelle Hub Cité. Mhm. Et Hub Cité, c'est une réponse à la Smart City. Ok. Depuis quelques années, il y a un nouveau concept urbain qui a pris le pouvoir, qui est celui de la Smart City. L'idée que la ville puisse presque entièrement être drivée par les nouvelles technologies. Et Mhm. ce que j'ai commencé à dire dès 2012, c'est que cette nouvelle vision d'une urbanité technologique euh, prêtait le flanc à une nouvelle forme de colonialité, c'est-à-dire que ces technologies ne nous appartenant pas, si nous produisons de la ville essentiellement verrouillée sur elle, Mhm. euh, il y avait un gros problème de souveraineté pour les villes de demain. Mhm. Que ce serait ce qu'on appelle les big tech qui en réalité posséderaient la ville. Donc nous créons des web labs en faisant le pari que si des gens ont des laboratoires de technologie ouverts et à leur échelle, à leur niveau, Mhm. dans leur proximité, ils pourraient l'investir pour développer des pis-aller, des alternatives à de la technologie importée des États-Unis ou de la Chine et faire un peu, bricoler un peu leur smart cité de proximité. Ok. Donc, techniquement, donc, le Well App, c'est un embryon, en fait, donc, de la Hub City. Voilà, c'est un embryon d'un projet de smart cité un peu alternative, Ok. c'est-à-dire que depuis ce lieu, les gens dans un périmètre d'un ou de 2 kilomètres autour devraient pouvoir développer toutes les technologies qui rendent ce périmètre smart, mais smart sans écueil en rapport à la souveraineté. Ok. Et plus il y a des lieux de la sorte, et plus ils arrivent à se mettre en réseau, plus on peut imaginer qu'un territoire entier, une ville entière devienne complètement émancipée des problèmes de colonialité digitale. Mhm.
quand on pense beaucoup à la technologie, on pense souvent au futur, on pense à intelligence artificielle, etc. Si je rapprochais un peu du travail d'un anthropologue, moi je penserais beaucoup peut-être à l'Afrique, Mhm, à la démographie qui évolue. Je crois qu'en 2050, au tournant du siècle, la population africaine va passer de 1 à 3 milliards d'habitants. mhm. Quelles solutions existent selon toi pour permettre à toute cette démographie ou bien à toute cette population de pouvoir cohabiter? Est-ce que la Smart City alternative est la réponse qu'il faut donc à notre démographie qui évolue et à notre population qu'on aura en Afrique dans les 30 prochaines années? Mhm. Alors, disons qu'il y a ce que j'appelle deux tendances vers l'atomisation des sociétés. Ok. Il y a une tendance de la ville elle-même. C'est en fait, la ville, en réalité, est un dispositif coercitif pour amener les gens à vivre de façon isolée. C'est-à-dire que la logique de la ville, c'est une logique de grille. C'est que chacun est chez lui Mhm. et il y a très peu en réalité de marge dans la réalité urbaine Mhm. pour de l'interaction sociale, pour de l'expansion dans la nature, etc. etc. Mhm. Donc, les villes visent insidieusement cette performance d'avoir chacun dans sa grille. Mhm. Vous avez la même pente chez la technologie. La technologie, de plus en plus, en tout cas la technologie qui passe par le filtre de la Silicon Valley, Mhm. des laboratoires d'innovation pour le marché, tendent à produire de l'individuel. Ok. Donc, la ville et les technologies ont l'intuition qu'ils ont en quelque sorte un fondamental qui leur est commun, qui est de tendre à avoir cette tension vers des sociétés très atomisées. Et la Smart City n'est que l'illustration de cette connivence. C'est-à-dire que les technologies comprennent qu'elles doivent se rapprocher de la ville Mhm. pour réaliser leur potentiel de faire des gens de plus en plus isolés, qui consomment parce qu'ils n'ont pas les ressorts de la structure du groupe qui mitige un peu les besoins de consommation stéréotypés. Mhm. Donc, ces deux forces qui coalisent pour faire de l'individuel Oui. euh, 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 vont se solder en quelque sorte en Afrique. Pourquoi? Parce que les villes les plus importantes vont se développer en Afrique. Donc le sort de l'individualité et du groupe va se régler sur ce continent-ci. Et comme donc la démographie est emballée, si c'est l'individualité qui domine, ça veut dire qu'on a un problème de démographie avec une circonstance où les gens sont de plus en plus individuels. Mhm. Alors que si c'est l'idée du groupe qui domine, c'est-à-dire que l'Afrique résiste à cette force interne à la fois aux technologies et à la ville, eh bien on aura de la démographie, certes, mais nous pourrons mobiliser des ressources du collégial, du collectif, du groupe, qui sont un peu nos fondamentaux anthropologiques, et Mhm. ça donnera un type de société complètement différent. Donc nous avons le choix. La démographie en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est quel type de société nous fabriquons avec cette démographie. Intéressant. Est-ce que ça veut dire par conséquent que l'Afrique va apporter une réponse au problème que tu m'expliques à cause de la taille de nos villes uniquement? C'est-à-dire que oui, effectivement, l'Afrique peut civiliser ce processus, Ok. c'est-à-dire qu'avec un quart de l'humanité qui sera sur le continent Mhm. et un sixième des urbains localisés en Afrique, si l'Afrique choisit quelque chose, on peut considérer que presque mécaniquement, par le nombre, ça va s'imposer au monde entier. Mhm. Donc si l'Afrique force cette tension un peu mortifère de la ville et des technologies Mhm. à se convertir au social et au collectif et à ne pas et à mitiger un peu son envie de faire des hommes complètement calculables, des hommes dans Mhm. une grille, des hommes isolés, etc., etc. Eh bien, ce sera presque fatalement par le nombre une conquête pour l'humanité entière. Alors que si l'Afrique ne résiste pas et cède, c'est plutôt la tendance en ce moment, puisque les Africains ils aiment bien consommer tout ce qui est nouveau sans forcément le questionner, et bien, la chose sera encore plus vite réalisée, puisque le terrain où il y a le plus de gens l'aura adopté, et Mhm. surtout le terrain où normalement les fondamentaux du groupe sont censés être les plus forts, aura abdiqué.
Intéressant. Mm. Ok. Je crois qu'il y a cet architecte ivoirien qui s'appelle Issa Diabaté, qui disait que le rôle d'un architecte, en fait, c'est un peu d'étudier un peu les comportements, les tendances et essayer d'apporter des solutions aux besoins futurs. Donc, je pense que peut-être que quelque part, il se rapproche un peu également donc, de ton approche, de ta vision des choses. Est-ce qu'il existe, ne serait-ce qu'au Togo ou bien dans la sous-région ouest africaine ou bien en Afrique en général, des réseaux donc d'individus comme toi, d'architectes, d'anthropologues, qui se regroupent pour étudier ce genre de sujet, qui se demandaient quelle vision donc de notre région, quelle vision de notre pays, quelle vision donc de l'Afrique d'ici 2050 par exemple. Est-ce que tu te retrouves au sein donc de collectifs de ce genre? Non, sur la question du devenir, non, pas réellement. Il y a maintenant des petits cénacles Mhm. où on pense. Il y a des rendez-vous, même les états généraux de l'écho qui viennent de se clore se sont clos en promettant que ça allait devenir récurrent et que tous les 2 ans, on aurait des conversations autour de la monnaie. Il y a les ateliers de la pensée de Dakar qui sont Mhm. biannuels aussi. Ok. Donc il y a les lieux de la pensée. Mais le problème que moi, sur lequel je mets le doigt souvent, c'est que les Africains n'investissent pas assez le futur. C'est-à-dire que les lieux de la pensée souvent sont tournés vers l'arrière. On traite toujours de la colonialité au passé, au Mhm. Mhm. présent, et En effet. on prend le risque d'avoir toujours un combat décolonial de retard parce Mhm. qu'on ne voit pas qu'il y a de nouvelles chaînes qui sont en train de se forger aujourd'hui. Donc non, pas à ce jour, mais je vois quand même qu'il y a de plus en plus d'outils qui se développent Mhm. et ce serait tout à fait bienvenu que de plus en plus les Africains investissent le futur et qu'il y ait des rendez-vous où on ne pense que le futur. Euh, L'intérêt de cela, c'est que en réalité, quand on est sur le présent, on est un peu tétanisé. Si on vit les crises qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une concurrence de futurs. Il y a plusieurs futurs qui sont déjà là. Et il nous sommes de choisir celui que nous voulons. La tendance est plutôt vers un futur pour le marché, mais il y a aussi des futurs déjà là, Oui. présents, qui sont plus éthiques. C'est comment doper ces futurs-là, comment les nourrir pour que ce soit eux, que ce soit cette divergence-là qui se réalise. Ça doit être notre travail Mhm. aujourd'hui. Donc c'est-à-dire en fait que pour euh, penser davantage en fait vers l'avenir, il faut faire fi du présent, il faut considérer le présent comme un néant Ouais. et avoir une vision et en fait accepter d'avoir une vision puisque quand on regarde le passé, on est en train de regarder un peu quelque chose de loin qui n'est plus là. Mhm. Quand on regarde le futur aussi, on regarde quelque chose qui n'existe pas vraiment C'est encore. ça, c'est ça. Ok. Et je l'ai illustré il y a quelques jours aux États généraux désolé si j'en parle beaucoup, mais Oui. comme c'est actuel, Ok. en disant qu'il me semble que ce qui se fait lors de ces États généraux, c'est dans la situation de quelqu'un qui est en prison, engager un combat pour pouvoir choisir soi-même la couleur de ses barreaux. Mhm. Alors que normalement, si on engage un combat, ce serait plutôt pour faire tomber les murs et sortir de la prison. Mhm. Et pourquoi on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse sortir de la prison et qu'on ne s'engage que dans ce qui est, on va dire, cosmétique? Mhm. C'est parce qu'on on est dans cette sorte de confiance dans la stabilité des concepts. On pense que tous les concepts théoriques, économiques sont tellement stables qu'on ne peut faire que des petits aménagements pour trouver nous-mêmes le nom de notre monnaie, Mhm. voir où sont les réserves, Mhm. est-ce que c'est adressé à un panier ou à une monnaie forte, etc. Alors, on s'interdit même l'idée de se dire qu'on pourrait carrément abolir le système économique, le système financier globalisé Mhm. et imaginer carrément un nouveau système, parce que c'est ça les vraies chaînes, c'est le système financier global. Inventer notre propre monnaie, mais en restant enchâssé dans ce système, c'est faire une révolution à peine, ce Mhm. n'est pas tout faire. Et on sortirait de cette sorte de permanence des concepts, cette sorte de contrainte du poids des concepts, Mhm. en, en étant un peu abstrait du présent, qu'on pourrait imaginer des choses qui sont tout à fait réalisables. En plus, Mhm. en fait, les Africains doivent comprendre que tout est réalisable pour eux aujourd'hui parce qu'ils ont le nombre pour eux.
ils ont le continent le plus riche. Mhm. Et ce qu'ils décident, s'ils le décident d'une voie unique, ils Unanime. peuvent le réaliser, quel Mhm. qu'il soit, même si c'est un peu challengeant pour ce qui nous paraît la réalité et la stabilité d'aujourd'hui. Intéressant. Écoute, vu qu'on parle donc des états généraux de l'éco, donc on va peut-être embrayer directement donc sur le sujet. Donc on est donc au WellLab Prime, donc en parallèle donc des états généraux de l'éco qui se tiennent à l'université de Lomé, je crois. Mhm. Il y a une exposition également qui se tient ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition qui se tient ici et quelle était un peu la direction qui a été choisie en mettant en place cette expo ici, en sachant tout bien qu'il y a un espace de réflexion également qui se tient ailleurs, Mhm. avec, donc, je suppose, des étudiants donc, de Mhm. Lomé. Oui, l'idée est née d'un échange entre Kako Nubupo, qui a ce projet des États généraux, et Elam Vince, qui est artiste. Et Elam Vince a monté un programme qui est un peu le Side Events des États généraux, qui lui est très intellectuel, très universitaire, très académique. Programme qui lui se veut populaire. Donc c'est une sorte de laboratoire populaire de la monnaie, avec une dimension artistique pure, avec des expositions de concepts et d'œuvres d'art, de performances, etc. Une dimension vraiment populaire, radicale dans le sens du marché. Donc on a créé un marché où on n'utilise pas du franc CFA. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Il y a aussi des ateliers. Hier, par exemple, il y a eu un atelier très intéressant proposé par Eva sur les littératies du futur, comment on arrive à se projeter, à construire un futur. Il y a ce soir une rencontre feuille et papier, toujours sur ces questions de l'impérialisme, de la monnaie, etc. etc. Mais c'est l'aspect plus ouvert, plus radical, plus hors des carcans des états généraux de l'école. Et donc, cette exposition se tient uniquement au sein des murs du WellLab ou également à l'extérieur, en contact avec d'autres parties de la population, d'autres personnes, d'autres communautés qui n'ont pas nécessairement accès au WellLab, ne serait-ce qu'à titre informatif? Alors, c'est difficile de dire qu'on n'a pas accès au WellLab parce que c'est un lieu entièrement ouvert. Non, d'un titre informatif dans le sens, accès dans le sens forme de connaissance de l'existence de cet endroit. De cet Est-ce endroit. qu'on va vers d'autres personnes également, donc au sein de la ville de Lomé, Ok. qu'on approche avec justement peut-être ces lectures qui sont données, ou bien tout se tient, toutes les activités se tiennent ici au sein Alors, de il faut cet rappeler, espace? il faut dire deux choses, que c'est vraiment une expo très spontanée. On n'a pas eu beaucoup de temps pour la monter et l'homme a eu l'idée très peu de temps avant l'échéance qu'on s'est fixée pour la matérialiser. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est entièrement autofinancée. C'est surtout Elom Vince qui finance cette exposition. Donc on était un peu limité, malgré toute la volonté qu'on avait vraiment de faire la chose la plus intégrative possible. Il y avait par exemple l'idée de faire des petites interviews au grand marché, ces bonnes dames qui sont en réalité les personnes qui fréquentent le franc CFA, aller à la frontière aussi, Togo-Ghana, faire des interviews des gens qui changent la monnaie, qui se retrouveraient entre guillemets au chômage au moment où le Togo et le Ghana auraient par exemple la même monnaie, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., etc. Mais on n'a pas pu mettre tout cela en place pour le temps et pour les moyens que cela requiert. Qu'est-ce qu'on devrait peut-être en retenir on ne va pas dire nécessairement des états généraux du WellLab, mais quelles clés par exemple, quels outils sont donnés à ceux qui visitent cette exposition ici, avec lesquels ils doivent repartir, avec lesquels ils doivent se donner peut-être un peu de marge, un peu d'espace pour penser au futur de notre monnaie ou tout simplement au futur de nos sociétés, puisque la monnaie joue un rôle culturel aussi, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on en retienne? Alors, il y a un objectif, à mon avis, enfin, il y a plusieurs objectifs, mais moi je vois surtout deux choses sur lesquelles les gens peuvent s'ancrer par rapport à la monnaie et à la valeur, qui n'est peut-être pas évident dans leur relation à ces questions quotidiennes. Première chose, c'est que l'expo intègre une dimension guillemets anthropologique, qui par exemple dans la partie académique des états généraux n'a pas du tout été traitée. Même si je sais que ça fait partie des sujets de recherche de Kako,
il y avait aucune communication sur ce thème-là. Quels étaient les systèmes d'échange précoloniaux, dont certains même étaient monétaires. Hein, au moment où on se prépare à créer une nouvelle monnaie, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas des leçons à tirer, voire même des systèmes auxquels on pourrait se greffer si on veut être réellement radical et faire un retour à nous-mêmes. Donc cet aspect du passé, de ce qui nous est connu, les gens le retrouvent un peu dans cette exposition. Donc l'expo complète les états généraux académiques à ce niveau-là. Et puis l'aspect du futur, qui est aussi une des grosses carences des états généraux. Moi, j'ai suivi que par bribes parce qu'on était occupé à monter l'exposition, mais je n'ai pas entendu parler une seule fois de bitcoins, de crypto-monnaies. Et encore une fois, et je l'ai dit puisque j'intervenais dans le panel conclusif, il me semble que les économistes sous-estiment la capacité de ces nouveaux concepts à tout bouleverser. On parle d'un écho qui verrait le jour à une échéance de 5-10 ans. Penser que les concepts resteront stables aussi longtemps et qu'on va faire une transition dans la sérénité de quelque chose qui est le CFA vers l'éco, et parier là-dessus me semble un peu hasardeux même. Et il faudrait au moins 10% de l'effort affecté à développer quelque chose qui pourrait être plutôt du surgissement, du subversif, grâce aux technologiques et au digital, qui pourrait nous faire l'économie de ces 10 années en restant dans les configurations classiques. Ouais. Intéressant. Concernant l'éco, est-ce que donc on nous a parlé de réforme et de changement de nom. Tu étais dans le panel conclusif. Quelles sont ces réformes concrètement par rapport à l'éco dont on nous parle? Alors, on est un peu embrouillé, puisque même aux états généraux des échos, dans les interventions vers la fin, il apparaissait clairement deux échos, l'écho Macron-Ouattara et l'écho, entre guillemets, de Kako. Certains même pourront imaginer qu'il y avait un troisième écho un peu plus pur, qui était celui de la feuille de route des Africains entre eux, etc., etc. Donc moi, je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne suis pas, moi, un technicien. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est que les techniciens s'accommodent facilement de la réalité parce qu'ils pensent que les concepts sont stables et leur effort est de rendre la réalité soutenable. Donc ils vont faire des aménagements pour que, enfin, l'Afrique, dans ce système globalisé, ait sa place et puisse compter. Moi, je suis un innovateur. Les innovateurs ne s'accommodent pas de la réalité. Quand elle ne va pas, on ne fait pas des aménagements, on la change, on change la réalité. Donc moi, mon effort n'est pas de comprendre quels sont les aménagements qu'on peut faire, les réformes qu'on peut faire. Mon effort, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau qui demain s'impose, soit assez subversif pour se substituer carrément au système globalisé mondial. Et je sais qu'on a aujourd'hui les outils pour une telle révolution. On a les outils digitaux qui permettent des surgissements brusques et on a le nombre de notre côté, nous en Afrique, on lancerait une monnaie qui pourrait scaler très rapidement et que tous les Africains s'approprieraient. On provincialiserait tout de suite le système classique, impérialiste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on a un Wellab qui est ici, le Prime, donc le Wellab 0 vient de fermer. Qu'est-ce qui définit la localisation donc, des Wellab? Ok. Donc l'idée de Wellab, c'est de se dire que c'est un projet de Smart Cité, mais un projet de Smart Cité alternatif. Et ça adresse une question qui est que généralement les projets de Smart Cité qu'on nous propose en Afrique sont des villes nouvelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir fait le deuil de rendre la ville existante smart. Et pour faire une ville intelligente, il faut toujours construire à partir de zéro. Donc nous, on s'est dit, on va prendre la ville qui existe aujourd'hui, on va la faire smart. On ne va pas la faire smart avec Google, Facebook, on va la faire smart en créant des petits labos qui forment des smart citizens en quantité. Comme tu as pu le voir, il y a des gamins en haut qui s'initient aux nouvelles technologies. L'un d'entre eux pourrait demain, depuis sa chambre, lancer un Facebook, un Google, qui pourrait impacter globalement ce continent. Mais on voulait un territoire qui soit assez challengeant, donc on a décidé de s'installer pour faire cette expérimentation dans la zone frontière Togo-Ghana.
puisque une des réalités de Lomé, c'est que c'est une capitale à la frontière. Et donc il y a toute une bande de la ville qui est un peu challengeante urbanistiquement parce qu'il y a un pays juste à côté. Donc on a créé les 2 premiers labs, on a voulu qu'ils soient dans cet environnement-là. Bon, maintenant, pour les prochains, si on en crée d'autres, on pourra peut-être s'affranchir de cette logique, mais c'était ça ce qui a présidé au choix des lieux pour les 2 premiers. Est-ce que vous prenez en compte également l'évolution un peu donc, de la ville qui, lorsqu'on le remarque, la ville de Lomé est en train de s'étendre plus vers le nord, vers une autre ville qu'on appelle Tchévier, et on voit que le centre donc, de la ville, donc la vieille ville, qui est juste à côté au littoral, est en train d'être un peu délaissée. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte également dans la réflexion lorsqu'on décide d'ouvrir d'autres web labs? Pas foncièrement. Évidemment, pour les labs qu'on veut ouvrir, il faut que ce soit des lieux habités par des gens, éventuellement des gens qui ont encore des réflexes ou des souvenirs du lien social. Ça n'a aucun sens d'aller créer un web lab dans une zone résidentielle où les gens sont déjà sur un mode de vie occidental, où ils consomment tout. Il vaut mieux que ce soit des populations qui sont, entre guillemets, un peu démunies ou en tout cas encore très vernacularisées, qui cherchent dans leur proximité comment faire des choses et qui là découvriraient cet espace et en verraient le potentiel pour faire de la technologie à leur échelle. Mais on ne s'interdit pas dans le vieux Lomé qui est délaissé d'aller créer un lab, mais idéalement il faut que ce soit des lieux encore populaires pour accueillir ces labs-là. Que veut dire ici vernaculaire? Parce que c'est un mot qui revient souvent dans tes réflexions. Bon, le sens que moi je lui donne, c'est faire avec ce qu'on a, que ce soit culturellement, matériellement, des choses qu'il y a dans son environnement, ou même plus profondément avec des choses qui nous ont été transmises en termes d'éthique, etc., etc. Et je parle plutôt de néo-vernaculaire, pour dire que c'est un vernaculaire qui n'est pas tourné vers le passé, mais qui, voilà, et le futur, qui ne s'interdit pas de prendre dans ce qu'on considère que comme le monde du futur, c'est-à-dire celui des nouvelles technologies du digital, toute chose qui, dans son fonctionnement, lui rappelle cette vernacularité. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde du digital qui fonctionnent comme le monde traditionnel. Très bien. Donc pour conclure, on pourra dire que, en tant qu'architecte et anthropologue, s'il y a 2 éléments clés en fait, qui font bouger un peu ta réflexion, donc il y a le néo-vernaculaire et il y a la technologie, est-ce qu'on peut résumer ça à cela? Oui, bon, la technologie est déjà dans mon approche du néo-vernaculaire. Ok. On peut dire néo-vernaculaire, du coup. Très bien. En tant que anthropologue, architecte, tu touches aux questions donc, technologiques, tu touches aux questions également de la monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte aujourd'hui? Un architecte qui doit penser au futur, à quel domaine touche-t-il? Vers quel domaine, par exemple, vas-tu aller, vas-tu continuer à explorer, que tu vas continuer à explorer ou que tu vas commencer à explorer prochainement? Je sais pas. Alors moi personnellement, enfin, je ne suis pas l'archétype de l'architecte. Je pense que les architectes vont continuer à faire ce qu'ils font en restant dans une sorte de sécurité. Et moi, ouais, c'est vrai que je suis un peu, je vais sur des territoires un peu nouveaux, à mes dépens d'ailleurs. Mais je m'intéresse assez aux politiques. Pas pour faire de la politique, mais parce que en déblayant ainsi la marge, etc., pendant longtemps, j'avais cette naïveté de me dire qu'en faisant des petits projets marginaux, on peut arriver à faire une somme qui s'impose et qui même rend caduque le système très vertical politique. Merci bien, Kofi Sename. Merci à toi, Jean-Guillaume.